L'ego n'existe pas. Enfin, un peu quand même. Hein. Aujourd'hui, on va parler de l'ego et de comment on a fait de quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui existe. Et on va se questionner sur cette dialectique qui va vite te faire des nœuds au cerveau. Et tu vas comprendre pourquoi cette histoire d'ego est centrale en termes de connaissance de soi, donc a fortiori en énéagramme. Et on en parle juste après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant d'aller plus loin et de comprendre pourquoi je te dis ça, pourquoi je dis que l'ego n'existe pas, reprenons un petit peu que nous dit l'Encyclopédia Universalis de 1487. C'est important, une date vieille. Qu'est-ce que c'est que cet ego? Quelle est la définition de cet ego? L'ego en énéagramme, tu le sais si tu as déjà vu les vidéos, la vidéo éponyme sur l'identification en énéagramme. Il y a le petit i comme info qui va te renvoyer sur cette vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. L'ego, c'est ni plus ni moins que l'identification au centre préféré utilisé dans une direction. L'identification, c'est une transe hypnotique. C'est donc une transe dans laquelle on n'est pas en contact avec le réel dans son intégralité. On segmente tout un petit bout du réel et c'est pour ça que chaque énéatype a sa vision du monde bien définie, comme si tu imaginais que la réalité c'est 360 degrés, c'est même probablement beaucoup plus compliqué que ça, mais prenons la métaphore des 360 degrés, l'énéatype, il va voir qu'un étroit fragment de cette réalité. Il va voir peut-être, je ne sais pas, 360 divisé par 9, j'ai la flemme de faire ça en vidéo, mais probablement, tu vois, un petit angle de 45 degrés, quelque chose comme ça. Il voit un tout petit angle comme ça. 30 degrés, c'est un angle. Un angle? Les angles, c'est un peuple. Non, mais non. Enfin si, c'est un peuple, mais là, on parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. C'est pour ça que y en a un qui voit le monde est dangereux, l'autre qui voit le monde est une lutte où il faut se battre pour survivre, l'autre voit le monde je dois réussir pour être quelqu'un. Donc il y a comme ça plein d'angles de vue qui sont les visions du monde de chaque énéatype, je n'y reviens pas. Mais d'où vient cette vision du monde? Elle vient de l'identification. Cette transidentification, elle est centrale parce que ça te montre bien une chose, c'est que l'ego n'est pas en contact avec la réalité. Donc là, je ne te parle que de l'identification parce que ça fait partie des transes les plus profondes, les plus fondamentales d'un être humain et c'est la raison pour laquelle la connaissance de soi est si difficile, raison pour laquelle trouver son type, ça peut être très difficile parce que comme c'est profond et que c'est vachement caché, c'est difficile à voir. Et dans un état classique de conscience ordinaire du quotidien, tu ne sais juste pas ce qui se trame en toile de fond. C'est bien pour ça que l'énéagramme est précieux et que cette connaissance de soi, elle est fondamentale. Ça te permet de comprendre ce qui se joue en toi dans les tréfonds de ton psychisme. Mais l'ego, ce n'est pas qu'une transe d'identification. C'est tout un millefeuille de couches d'hypnose, en fait. C'est plein de transes hypnotiques qui s'agglomèrent les unes aux autres. Il y a de la progression en âge, il y a de la régression en âge, il y a de la dissociation, ça dépend des gens, ça dépend des histoires et des énéatypes bien évidemment. Il y a de l'amnésie, de l'hypermnésie. Je n'y reviens pas, il y a tout un article sur Épanescence qui détaille les différentes transes hypnotiques. Tu le retrouveras en description si ça t'intéresse de savoir tout ça. Mais fondamentalement, là où je veux en venir, c'est que l'ego est une illusion. Et là, j'en viens au cœur de cette vidéo où je te dis que l'ego n'existe pas. Parce que réellement, l'ego n'est pas quelque chose que tu peux toucher, n'est pas quelque chose de palpable. Quand on utilise la dénomination ego, on utilise sémantiquement, on utilise un mot pour désigner un truc, mais ce truc-là, il n'est pas palpable. C'est un fantasme, c'est une illusion. C'est pour ça que je te dis que l'ego n'existe pas. Parce qu'il est tentant, et on en reparlera juste après, il est tentant derrière de se raccrocher à « ouais, mais c'est mon ego qui fait que… ah ouais, mais c'est encore mon ego ». Mais c'est un fantasme de dire ça, parce que mon ego ce serait quelque chose qui t'appartient, mais c'est un abus de langage qui est riche, qui est lourd de sens. Parce que l'ego, c'est juste un voile de plein d'illusions, de couches. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de ce voile de l'illusion. Je ne sais plus quel est le terme bouddhiste pour dire ça, mais peu importe. Ce que je veux dire ici, c'est que l'ego n'a pas de réalité tangible. Ce n'est pas quelque chose que tu peux goûter, sentir, toucher.
C'est comme si tu devais comparer ça à l'État français. L'État français, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Là aussi, c'est du coup une transe hypnotique aussi. Ça engendre beaucoup de choses, mais on en reparlera un autre jour. Il y a des gens qui ont vachement du mal à comprendre ça. L'État français, mais tous les autres États d'ailleurs, ça n'existe pas. C'est une histoire commune à laquelle on croit. C'est un mythe finalement. Et ce mythe commun, ça fédère l'humanité, ça fédère des groupes humains. C'est extrêmement passionnant, on en reparlera. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Mais peut-être tu te dis, mais l'État français, si, il y a des bâtiments, tu vois, il y a marqué France, machin. Mais à part des bâtiments, des morceaux de papier, il y a des humains, oui, il y a tout ça, bien sûr. Mais France, État français, c'est une étiquette, c'est un mot, c'est une idée. C'est un mythe auquel on se raccroche et auquel beaucoup de personnes sont identifiées. Au plus tu es attaché, identifié à ce mythe, donc au plus tu crois à « je suis français », au plus tu vas te sentir investi de défendre ce truc-là. Si tu ne te sens pas français, si tu t'en fous de cette étiquette, ça te fera ni chaud ni froid de déménager, de t'expatrier ou que des gens crachent sur la France, parce que ça te fera ni chaud ni froid. Par contre, si tu crois très profondément à « je suis français », là, il y a un petit chauvinisme qui va apparaître et c'est d'autant plus fréquent dans les contrées qui sont un petit peu isolées, qui sont un petit peu limitrophes, la Corse, la Bretagne, où il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment d'identité en lien avec l'appartenance et en lien avec ce côté un peu nous, qui crée un sentiment d'identité vachement fort. Il y a une identification qui peut être très très forte dans ces endroits-là. Mais bref, tout ça pour t'illustrer que l'ego c'est la même chose. C'est que c'est quelque chose, ce n'est même pas quelque chose. C'est compliqué d'en parler. Parce que dès que je t'en parle, je fais comme si ça existait alors que ça n'existe pas. Pour autant, tu vas me dire, Fabien, ce n'est pas parce que l'ego n'existe pas que ça n'a pas d'impact, que ça n'a pas d'influence. Et tu as raison. Évidemment, je vais amener des nuances là-dedans pour questionner un petit peu, ouvrir sur derrière autre chose, que tu puisses te laisser inspirer et que tu te laisses voir comment ça résonne chez toi ce truc-là. Mais si je devais t'amener deux petites nuances, la première, c'est que nommer l'ego, ça le fait exister du coup. Le simple fait de nommer quelque chose, ça crée comme une réalité. Mais ça la crée, c'est pas le réel, ça crée un bout d'une sorte de monde virtuel, un peu comme un casque de réalité virtuelle. La réalité virtuelle n'existe pas, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui met un casque de réalité virtuelle avec tout un programme derrière, qui fait que tu as vraiment l'impression d'être dans un monde. L'ego, c'est exactement ça. C'est que ça te fabrique un monde virtuel qui n'existe absolument pas. CF, la vidéo sur le Truman Show et sur l'illusion de l'ego, j'en ai abondamment parlé dans cette vidéo que j'adore. Je te mets le lien là dans la fiche. C'est que du coup, nommer, c'est quelque part créer. C'est d'ailleurs pour ça que les étiquettes marchent si bien. Il suffit d'étiqueter des choses, et c'est d'ailleurs un des problèmes en psychologie, en psychiatrie, le fait de nommer quelque chose. Et à chaque édition du DSM, le manuel diagnostique des maladies psychiatriques, au plus on avance dans les éditions, au plus ça rajoute des termes, au plus ça rajoute des maladies, des problèmes. Et tous ces problèmes, ce sont des choses que tu peux diagnostiquer et que tu peux mettre des médicaments, tu peux prescrire, ça fait du business, ça fait beaucoup d'argent. Il y a donc tout intérêt dans une industrie de faire de la pathologisation à outrance et de surprescrire des trucs. Parce que du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu pars du réel et par exemple, tu prends une structure de type 4 et tu étires la psychologie du type 4 à l'extrême et ça va faire du borderline, ça va faire des troubles qui… Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui peut être pointé dans le réel, mais le fait d'en mettre des étiquettes et de figer ça dans des réalités, ça crée des réalités parallèles, ça crée des réalités qui se surajoutent au réel et qui sont bien intéressantes et bien arrangeantes à plein de points de vue, dont on parlera pareil un autre jour. Simplement, nommer, ça fait exister. Donc quand je te dis l'ego, c'est ci, c'est ça, on peut très vite et automatiquement, dans notre esprit, créer l'idée « Ah ouais, l'ego, c'est ça, c'est un truc ». Mais l'ego, c'est rien du tout. L'ego, ce n'est pas une entité, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas toi, ce n'est pas… L'ego, c'est un amalgame de transhypnotique. C'est les couches qui te coupent du réel, qui te séparent du réel. C'est que ça, c'est des couches. Donc, si on voulait être plus juste et plus
pertinent d'un point de vue sémantique, il faudrait plutôt dire les réactions automatiques, égotiques de ton psychisme. Et mais du coup, on pourrait poser la même question avec le psychisme. Nommer le psychisme, c'est pareil, croire qu'il y a quelque chose de séparé qui existe du réel. Donc c'est là que la carte n'est pas le territoire, en fait. Et c'est là où, avec les mots, on va s'arracher les cheveux pour essayer de nommer des choses, mais à peine on les nomme que c'est vraiment comme la goutte d'eau qui va glisser le long de la vitre et qui ne pourra jamais, en fait, relier la vitre. C'est tout ce truc de ça n'est pas possible de pleinement être dans le réel tout en le nommant. Donc, je ferai une vidéo sur cet adage « la carte n'est pas le territoire » que beaucoup connaissent dans le monde de la PNL, mais qui vient à la base de Alfred Korzybski, dont le livre éponyme « La carte n'est pas le territoire » est super intéressant pour justement faire ce job de détachement et de te dire « Ok, ben là, il y a l'arbre. Qu'est-ce qui se passe si je vois ce truc, cet élément du réel et que j'enlève le mot arbre et que je le regarde juste sans nom, sans forme ?» C'est un truc intéressant, surtout appliqué à soi, dans cette idée d'ego justement. Avec tout ce qu'il peut y avoir avec ça, c'est-à-dire ton nom, ton prénom, ton métier, c'est quelque chose à jouer, enfin, il faut jouer tranquillement avec ça. Non seulement c'est pas quelque chose de... il n'y a pas d'objectif, c'est pas un truc où il faut atteindre quelque chose, mais c'est intéressant pour venir titiller les identifications qui sont les tiennes. Et les identifications, tu vas les voir surtout là où quand on va te toucher, ça va activer un truc. Ça peut être, je sais pas, sur ton parti politique, sur ton alimentation, si on commence à toucher à les gens de droite, c'est des cons et que tu t'étiquettes de droite, ou les végans, c'est des extrémistes et que tu t'étiquettes vegan. Alors que si tu ne manges pas de viande, si tu ne manges pas de produits animaux et que tu ne te sens pas identifié outre mesure, s'il y a des gens qui calachent sur les végans, ça va te faire comme Néo avec les balles, quoi. Et ça va te passer un peu au-dessus parce que tu n'es pas identifié à. Autrement dit, au plus tu es identifié à quelque chose, au plus toute critique, toute remise en question va te toucher parce que tu t'es percuté dans ta structure. Je tombe plus souvent sur des gars comme moi qui aiment bien bouffer, plutôt que sur des types tout secs qui mangent que des graines. Je ne mange pas de graines! Parce que l'ego, c'est un ensemble d'identification et autres transhypnotiques qui sont des endroits crispés, figés, fixés. Et donc, dès qu'on touche cette structure-là, ça fait comme un tremblement de terre en fait. Et du coup, c'est un indicateur très intéressant quand tu te dis à quel point ça me touche quand on me dit un truc, quand on me dit quelque chose, quand on me critique, sur quoi spécifiquement, tout le monde est touché quand on le critique, quand on lui balance des trucs, sur quoi spécifiquement ça va te toucher. Et là, ça va te permettre de voir l'étendue de ton ou tes identifications parce qu'il y en a toujours tout un tas. Donc attention aux expressions quand tu dis « Ah mais c'est mon ego c'est mon ego du type 3, c'est mon ego du type 7, ah mais c'est mon ego qui fait encore ». Donc simplement, c'est pas grave de nommer l'ego, c'est pas un problème du tout. Hein. C'est simplement d'y croire au premier degré qui devient un problème. C'est quand on croit vraiment que ça existe alors que c'est juste un mot qui désigne une réalité de notre vécu, qui est une réalité fantasmée, fantasmatique, qui est un ensemble de millefeuilles en fait. Et la deuxième nuance que j'aimerais t'apporter dans cette vidéo, réflexion, nuance, c'est que à la place de l'ego, et si on mettait ce qui se rapproche le plus de ce que c'est vraiment? Parce que l'ego, ce n'est pas qui tu es. Si tu enlèves les mécanismes égotiques, les couches de ce que tu crois être, ça n'enlève pas qui tu es. Quand tu es dans le silence, quand tu es dans la présence à toi-même, aux autres, à ton environnement, tu es toujours. Donc c'est que l'ego, c'est pas toi. Mais en même temps, à des moments, tu crois fort que tu es ça. Donc quelque part, tu l'es aussi. Mais tu l'es quand tu y crois. Donc c'est ça qui est intéressant d'aller détendre avec l'énéagramme. Et c'est là où ça fait très vite des nœuds au cerveau, parce que le psychisme n'est pas câblé pour comprendre ça. Parce qu'à un moment donné, il s'agit plus de le ressentir et de le vivre que de le penser. Donc l'ego, c'est pas vraiment qui tu es. C'est un ensemble d'illusions, c'est un ensemble de transhypnotiques comme on a dit, un ensemble de réactions qui sont automatiques, inconscientes, que tu ne décides pas et qui sont là de toute façon. C'est des processus de survie en fait. Et ces processus de survie, à travers tout ce fonctionnement égotique, ça amène à une identité. Identité, idem, le même. Cette identité qui te donne le sentiment, l'impression, la certitude même, d'être quelqu'un,
d'avoir un passé, d'avoir un présent, éventuellement un futur, mais en tout cas d'avoir un passé avec un certain nombre d'événements qui t'ont marqué, parce qu'il y a eu des souvenirs, et associé à ces souvenirs, il y a des émotions, peut-être des émotions très fortes. On a tous vécu des trucs plus ou moins, certains plus que d'autres, mais on a tous vécu des trucs costauds qui nous marquent, qui sont fondateurs dans notre identité. Et ça, on croit qu'on l'est. Et quand on y croit trop au premier degré, on est identifié et on perd de vue l'essence de qui on est. Autrement dit, on est comme la mouche qui est sur la vitre, obsédée par cette petite interface qui m'empêche d'être dans la vie, et on oublie tout le réel. Donc c'est ce truc de tête dans le guidon dans lequel on se met automatiquement, parce que la conscience adore se scotcher ça et là. Enfin, en tout cas, ça se fait automatiquement, ça se scotche partout. Quand tu es avec des amis, l'attention est resserrée, tu oublies ce qu'il y a autour de toi, tu captes même pas que tous les gens du resto sont partis, qu'il n'y a plus que vous. Quand tu es en train de faire ton sport et que tu es dans ta tête, tu oublies tout ton environnement. Enfin, on est sans cesse dans ce type d'expérience hypnotique. Enfin, sans cesse, en tout cas, on y est beaucoup. Avant de s'y être entraîné, avant de s'entraîner à la présence pour nourrir un endroit dans lequel on est en lien avec ce qui est. Donc l'ego, c'est à la fois des mécanismes inconscients, c'est un personnage, c'est un ensemble d'illusions, c'est des souvenirs, c'est tout ce que tu crois de toi en fait. Mais dans ce que tu crois de toi, c'est pas qui tu es, c'est ce que tu crois de toi. Donc quelque part, ça fait partie de toi, mais c'est la partie illusion, c'est la partie surface, c'est la partie masque. Et quand on commence à titiller cette identification, ça fait bouger beaucoup de choses. Donc il faut y aller tranquille, idéalement être accompagné, faire avec quelqu'un de compétent, parce que ça peut bouger, ça peut vraiment secouer en fait. Quand tu enlèves une étiquette qui permet de faire tenir ton petit soi, ça peut être l'asile psychiatrique en fait. Donc il s'agit vraiment d'y aller tranquillou bilou et d'être prêt à ça. Et ça dépend aussi de notre structure et ça dépend de notre relative stabilité et à quel point on est prêt à ça en fait. Parce qu'il y a un temps pour construire l'ego, il y a un temps pour construire le sentiment d'un sentiment d'identité et il y a un temps pour s'en dépouiller. Donc tout ça, c'est juste un personnage. Quand je dis l'ego, c'est un personnage, ça n'a pas de réalité tangible. C'est comme tu dirais un personnage, j'adore le manga One Piece, Luffy, c'est un personnage. Ça n'existe pas dans le monde réel. Et pour autant, ça fédère énormément de gens, ça fait énormément d'argent, il y a beaucoup de gens que ça inspire dans leur vie, même ça aide ça stimule à accomplir les rêves. Moi, quand j'étais adolescent, ça m'a ouvert, waouh et tout. Inconsciemment, il y avait ce truc de waouh, réaliser son rêve, ses rêves, la liberté, le bateau pirate et tout, tu vogues vers les horizons, tout est possible. Ça peut inspirer ça, mais tout comme l'histoire France, État français, ça a incité des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à aller faire la guerre et se tuer au nom d'eux. Donc ça, c'est la puissance des histoires depuis l'aube de l'humanité. Simplement, ce sont des histoires. Elles ne sont pas tangibles, tu ne peux pas les toucher. Pour terminer cette vidéo, je vais te laisser avec une question que j'ai envie de te poser et qui n'appelle pas forcément de réponse. Cette question, c'est qu'est-ce qui existe? Considérant que l'être humain, par exemple, moi qui pense être un être humain, c'est tangible. Je peux me toucher. Les autres êtres humains, je peux les toucher. Il y a des atomes, il y a des molécules, il y a des cellules, il y a des tissus, il y a de la peau, il y a des cheveux. Je peux toucher ça. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe? Considérant que 99,999% de qui je suis, matériellement, c'est du vide. Et quand on considère un mythe, par exemple le mythe de Prométhée, qui s'incarne aujourd'hui dans nos sociétés depuis des centaines d'années, un mythe que tu ne peux pas toucher, mais qui est incarné dans un individu, dans un groupe social, à l'échelle d'une société mondialisée, est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui existe? Waouh! Comment ça pète ça? L'ego n'existe pas.